Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nevena Dimitrova et je suis tout nouvellement professeure ici à l'ESP. Donc, comme Evelyne l'a mentionné, et je te remercie pour ça tout à l'heure, donc je suis ici en tant que la succession d'Evelyne Thoman suite à son départ à la retraite. Je suis psychologue chercheuse. Et en fait, je m'intéresse particulièrement au développement de l'enfant et plus spécifiquement au développement en fait de la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Et ceci aussi bien chez les enfants neurotypiques que chez les enfants avec des troubles développementaux, notamment neurodéveloppementaux. Je suis extrêmement flattée d'avoir été invitée par Evelyne à faire une présentation dans le cadre de cet événement festif. Comme vous le voyez, ma présentation est intitulée « Autisme sur le spectre, plaidoirie pour l'hétérogénéité ». Lorsque nous parlons de l'autisme, nous faisons en réalité référence aux troubles du spectre de l'autisme. Un nombre faramineux de recherches ont été effectuées jusqu'à nos jours afin de mieux comprendre ce trouble. Néanmoins, et malgré ce nombre de recherches, le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme, reste un sujet enclin à énormément de confusion et malentendus. Dans mon intervention aujourd'hui, il s'agit de questionner pourquoi ces malentendus et ces confusions continuent à persister jusqu'à nos jours. Afin de mieux appréhender cette question, je vous suggère de se pencher sur la notion de l'hétérogénéité que l'on retrouve dans le TSA. Pour moi, c'est une unique opportunité d'illustrer la transition entre les travaux d'Evelyne Thoman et les travaux qui attendent cette nouvelle génération de chercheurs dont je fais partie. En tant que pionnière, Evelyne a contribué à radicalement changer le paysage suisse romand en ce qui concerne l'autisme. Je ne vise pas du tout l'exhaustivité, mais il me semble primordial de citer certaines des actions importantes qu'elle a menées dans notre région. Ainsi, Evelyne a contribué à la création d'une commission autisme pour le canton de Vaud. Elle a mené une recherche visant le recensement des nombres de personnes autistes dans le canton de Genève. Elle a effectué une enquête sur l'accueil des jeunes adultes autistes dans l'arc lémanique. Elle a contribué à l'élaboration d'une formation en autisme pour le département de psychiatrie adulte. Elle a agi en tant que consultante scientifique pour l'élaboration du site internet du groupe Asperger Suisse romande. Elle est une des coordinatrices de la formation CAS en autisme à l'Université de Fribourg. Elle est membre de la commission d'évaluation et de suivi autisme à la cité de Genévrier à Saint-Légier. Elle est également membre du groupe d'appui accompagnement de projet TSA du canton du Jura. Elle est coordinatrice du groupe de travail formation en autisme suisse romande. Un palmarès extraordinaire. Et donc cela ne s'arrête même pas là, uniquement. Les travaux d'Evelyne Thoman ont reçu le soutien financier de différentes instances comme la prestigieuse Fonds national suisse de la recherche scientifique, mais aussi le FES fédéral des assurances sociales, l'Association cérébrale Vaud, la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap, et ceci vraiment pour n'en citer que quelques-uns. Grâce à ces travaux, Evelyne a contribué de manière significative à la compréhension du fonctionnement de l'enfant autiste. Parmi de nombreux sujets, Evelyne a étudié le développement social, émotionnel et langagier, et elle s'est en particulier penchée sur le concept de théorie de l'esprit chez l'enfant avec autisme. Et c'est surtout à Evelyne Thoman que l'on doit la transmission et la diffusion des dernières nouveautés scientifiques concernant l'autisme en Suisse romande, mais aussi en France, voire au Québec. Pour ceux qui n'ont pas vu les émissions Spécimen d'Evelyne à la RTS, je le recommande vivement. Alors vous l'aurez donc compris, Evelyne a immensément contribué aux travaux existants visant à mieux comprendre ce trouble complexe qu'est l'autisme. Comme dans chaque domaine scientifique, répondre à une question ne fait que susciter de nouvelles questions. Si maintenant on se tourne vers le futur, l'horizon annonce que tout effort lié à l'autisme doit considérer la pluralité dans ce trouble.
C'est selon moi dans cette direction que la prochaine étape de recherche sur l'autisme doit se diriger si nous voulons gagner plus de clarté concernant le TSA. C'est au moins depuis le dernier manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, que l'on parle du spectre lorsqu'on évoque l'autisme. Mais qu'est-ce alors un spectre? Le Larousse nous propose cette définition. Apparition fantastique et effrayante d'un mort, personne hâve et maigre, représentation effrayante d'une idée, d'un événement menaçant. En bactériologie, ça sera un ensemble de souches bactériennes sensibles à un antibiotique, ou encore en physique, ce sera un ensemble de radiations monochromatiques résultant de la décomposition d'une lumière ou plus généralement d'un rayonnement complexe. Bref, j'avais le sentiment vague que spectre est lié à la physique, mais alors là, je ne vois pas du tout le lien entre autisme et radiation lumineuse. Ainsi, après ma consternation en tant que personne qui n'est pas de langue maternelle française, j'essaye ailleurs afin de trouver la signification du mot spectre. Se tournant vers l'atlas sémantique offert par le prestigieux Centre national français de recherche scientifique, je trouve donc un ensemble de mots synonymes. Alors là, hantise, hallucination, souci, esprit, prisme, fantasme. Je me rends compte que cela ne m'aide pas beaucoup non plus. Ainsi donc doté d'une bonne dose de bon sens, je me tourne vers l'onglet et le bon vieux Google. Et là, je commence à comprendre. Spectre voudrait dire, au fond, palette, gamme, éventail. Donc l'appellation trouble du spectre de l'autisme renvoie directement, ou comme on vient de le voir un peu moins directement pour les francophones, au fait qu'un tableau diagnostique donné comprend de base une variabilité qui lui est inhérente. Et c'est là que me revient une des phrases relatives à l'autisme qui m'a le plus marqué dans mon parcours professionnel. Celle-ci, formulée par le docteur Stephen Shore, dit « Si vous avez rencontré une personne avec autisme, vous avez rencontré une personne avec autisme. » Je vous laisse méditer là-dessus et trouver la signification qui vous parle le plus. En ce qui me concerne, cette phrase symbolise à quel point l'autisme ne peut pas être réduit à une liste de critères. La diversité de manifestations cliniques de l'autisme est le mot d'ordre depuis la toute première description de ce trouble. Bon, comme on vient de le voir, ce n'est pas la toute première, et je découvre des choses. Mais dans mon cas, je cite donc le psychiatre autrichien Leo Kanner dans les années 40, comme Adeline elle a montré sur la timeline de tout à l'heure. Alors Kanner, il a observé 11 enfants. Je viens aussi d'apprendre que c'était que des garçons. Ah, il y avait 3 filles, pardon. Alors, très bien. Enfin, voilà, par rapport au ratio, je vois maintenant. Donc, il a observé 11 enfants qui présentaient des symptômes proches de la schizophrénie infantile, mais qui montraient tout de même des comportements très divers. Grâce à ces premières observations, Kanner a tout de même réussi à extraire un tableau symptomatologique commun, à savoir que tous les enfants présentaient une forme d'isolement social, de déficit de langage et d'intolérance au changement. 70 ans plus tard, on retrouve largement ces éléments dans les critères diagnostiques, notamment en ce qui concerne la toute dernière édition du DSM. Ainsi, on voit qu'actuellement, l'isolement social qui a été initialement décrit par Kanner est repris dans le DSM par le critère relatif au déficit des interactions sociales ainsi que celui de limitation dans le domaine social. Ce que Kanner décrivait comme les déficits de langage sont maintenant retrouvés dans le critère de déficit de la communication et que l'intolérance au changement décrite par Kanner est aujourd'hui englobée dans un critère plus vaste comprenant les comportements, intérêts et activités restreints et répétitifs. Par contre, ce que l'on ne voit pas est la diversité, la pluralité et la variabilité dans ce trouble lorsqu'on regarde ces critères diagnostiques. Et pourtant, celles-ci en font partie si on se fie ne serait-ce qu'au nom du trouble qui inclut le mot spectre. Si on prend qu'un seul aspect des critères diagnostiques, disons la communication, on se rend vite compte qu'il s'agit de concepts extrêmement complexes. Est-ce qu'on parle de la communication verbale ou non verbale, ou des deux? Et si on parle du langage, est-ce qu'on parle de compréhension ou de
production du langage? Est-ce qu'on parle de capacité au niveau du vocabulaire, ou de la syntaxe, ou de la pragmatique, ou peut-être de tous ces aspects pris ensemble? Et c'est là que la question du positionnement face à ces critères se pose. Le professionnel, qu'il soit médecin ou pas, a besoin d'outils pour se prononcer. Grâce à des avancées considérables dans notre domaine, nous avons aujourd'hui des outils diagnostiques de référence tels que l'ADOS, l'ADI et des outils de dépistage tels que le Social Communication Questionnaire ou le Social Responsiveness Scale, juste pour n'en citer que quelques-uns. Comme on le voit ici, c'est uniquement l'ADOS qui se base sur une observation directe de l'enfant, tandis que les 3 autres outils se basent sur des questions qu'on va poser généralement aux parents de l'enfant présentant des symptômes autistiques. Ces outils vont nous permettre de savoir, dans un premier temps, si la personne est autiste, oui ou non, ou si elle présente un risque d'être diagnostiquée comme autiste ou pas. Mais quelle est la valeur de savoir si oui ou non une personne est autiste? Comment est-ce que cela va nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la personne autiste que nous avons là en face de nous? Pour nous aider à méditer sur cette question, je vous invite d'écouter un extrait enregistré d'un blog, Le Temple Bleu, d'une personne présentant le syndrome d'Asperger. Je soupçonne que c'est une femme, comme voilà, on vient de le voir. Par contre, j'ai enregistré un homme qui a lu en fait le témoignage qui était sur ce blog, mais à vrai dire, il n'y avait pas vraiment d'indication si c'est un homme ou une femme. Je vois seulement l'image qui est là sur le blog qui inclut une fille. Seulement, voilà, toutes ces recherches, toutes ces théories, c'est bien beau. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces études expriment des tendances, des moyennes. Au niveau de mon expérience personnelle, la variabilité est très nette. Voici quelques chiffres, parce qu'il paraît que c'est bien les chiffres. Si on compte mon association d'ASPI et dans mon entourage ceux qui sont concernés, nous sommes 14, 6 filles et 8 garçons. Déjà, on est loin du sexe ratio habituel de 4 pour 1, voire 8 pour 1. Parmi nous, il y a 5 étudiants en master, dont moi-même, 4 doctorants, un retraité ancien professeur, un demandeur d'emploi mais qui a beaucoup travaillé auparavant, 3 salariés. Un tiers d'entre nous est en couple dont une est mariée. 5 d'entre nous aiment sortir, bars, concerts, etc. et le font plus ou moins régulièrement. Les autres soit n'aiment vraiment pas ça, soit aiment ça mais ont rarement l'occasion de le faire. Tous les autres, moi compris. Plus des 3/4 d'entre nous ont des amis de longue date. Nous avons entre 19 et 65 ans. Nous sommes tous concernés par l'autisme, et tous d'une manière qui nous est propre, et personne ne remet en cause l'autisme de son voisin. Un mot-clé, hétérogénéité. À une même blague comportant des implicites, il y a ceux qui vont comprendre d'emblée et qui vont rire, et les autres qui, comme moi, mettront plus de temps à la cerner, voire ne la cerneront pas du tout. Il y a ceux qui sont très bancals dans leur posture et leurs gestes, dans leur comportement non verbal, ceux qui monologuent mais qui font des efforts pour être dans la conversation, ceux qui ont des stéréotypies visibles, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui semblent ailleurs et ceux qui sont bien présents, ça varie dans le temps. Ceux qui sont plutôt expressifs ou ceux dont le visage semble impassible. Il y a quelques voix monocordes dans le lot mais elles sont rares. Certains sont pédants, d'autres pas vraiment. Il y a des fêtards, des optimistes, des dépressifs, des introvertis. Celui qui a compris du premier coup et rit à une blague extrêmement tordue va buter 5 minutes après sur une expression commune de type « j'ai eu les yeux plus gros que le ventre ». Celui qui fait du sport de haut niveau est incapable de lasser ses chaussures. Celui qui est capable de théoriser une situation sociale complexe, l'instant d'après ne va pas comprendre que la personne en face d'elle est agacée parce qu'elle lui bloque le passage. Elle va donc rester à sa place et lui sourire au lieu de la laisser passer comme le bon sens le voudrait. Il n'y a ni logique, ni redondance, ni linéarité dans l'expression de nos troubles. Donc l'autisme est donc complexe, comme on vient de l'entendre, les manifestations sont complexes, les symptômes ne sont pas toujours les mêmes. Le degré de ces manifestations est loin d'être uniforme. Bref, le fait de savoir si oui ou non une personne est autiste ne nous apprend
pas vraiment grand-chose. Et ceci parce que les différents profils que l'on voit chez les personnes autistes se situent au moins à ces différents niveaux. Au niveau de l'intelligence, des interactions sociales, de la communication, des comportements, mais aussi des aspects sensoriels et moteurs. Par exemple, en ce qui concerne l'intelligence, il y a les personnes autistes qui vont présenter un retard mental sévère, alors que d'autres vont être surdouées. Comme on l'a entendu dans le témoignage, il y a des personnes autistes qui dans les interactions sociales, vont se tenir à l'écart, alors que d'autres vont être actifs dans l'interaction, mais vont présenter quelques comportements singuliers. Au niveau du langage, il y a les personnes autistes qui ne parlent pas, alors que d'autres présentent un langage tout à fait dans la norme. La bonne nouvelle est que depuis quelques années, nous sommes sortis du diagnostic en simple terme autiste ou pas. Les outils dont nous disposons aujourd'hui nous permettent désormais de savoir où, sur une échelle de gravité, la personne autiste se situe. Voyons si cette différenciation en fonction de la sévérité de l'autisme est quelque chose sur lequel les professionnels reposent. En ce qui concerne la clinique, la réponse est oui. Généralement, les cliniciens savent que des symptômes clés sont déjà présents, mais ce qui va les intéresser, au-delà de savoir si oui ou non le diagnostic est exactement des TSA, c'est de connaître les difficultés ainsi que les forces et les intérêts de l'individu. C'est en effet uniquement à la base d'une bonne compréhension des particularités de l'individu que l'on peut proposer des stratégies d'intervention adaptées au plus près des besoins, mais aussi des intérêts des individus avec TSA. Très bien. Par contre, en ce qui concerne la recherche, nous sommes loin du fait de considérer que l'autisme soit situé sur un spectre. En effet, alors que la recherche sur Google Scholar, avec les mots-clés autisme et diagnostic, aboutit à environ 740 000 saisies, la recherche avec les mots-clés autisme et sévérité n'aboutit qu'à environ la moitié de ces saisies. Mon but ici n'est pas de lister de manière exhaustive les indicateurs qui nous montrent que la question de la sévérité dans l'autisme est moins prise en compte. Néanmoins, il est important de soulever l'étude de Gotham et collègues de 2009. Dans cette étude, les auteurs ont établi la standardisation du score de la DOS, qui est l'outil diagnostique le plus utilisé dans le monde, afin de proposer une mesure de sévérité du trouble du spectre de l'autisme. Ainsi, ces auteurs ont facilité de manière significative l'utilisation du score de sévérité dans la recherche. Malheureusement, et malgré le fait que l'étude date d'il y a déjà 10 ans, ce qui dans le mode de la recherche en autisme représente beaucoup de temps, force est de constater que l'étude n'a été citée que 800 fois dans d'autres études. Je ne vais pas entrer ou commenter dans quelle mesure le score de sévérité reflète avec précision la complexité de la symptomatologie autistique chez une personne donnée. Le message principal reste celui de l'importance de considérer en recherche cette complexité, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Car au fond, si on ne considère pas cette complexité, on ne se donne pas les moyens pour caractériser au mieux les populations d'individus autistes que nous étudions en recherche. Et si on ne fait pas des efforts pour mieux caractériser les participants autistes dans nos recherches, on finit par comparer des pommes et des poires. Malheureusement, de telles comparaisons nous amèneront à des conclusions parfois faussées et nous ne ferons pas beaucoup avancer dans notre compréhension détaillée de ce trouble. Et c'est là que j'ai envie qu'on revienne à la question de l'hétérogénéité. Qu'entendons-nous par ce terme? L'hétérogénéité dénote de la diversité ou de la variabilité. Ce terme décrit des parties différentes, mais qui sont en quelque sorte aussi liées. Il me semble maintenant utile de revenir aux aspects qui impliquent l'hétérogénéité dans l'autisme. Premièrement, l'autisme peut être associé à une diversité de qualités fonctionnelles. En d'autres termes, et comme on vient de le voir dans un des slides précédents, certaines personnes autistes vont présenter une déficience mentale, alors que d'autres vont avoir un QI très très élevé.
et d'autres autistes vont avoir des problèmes langagiers sévères, tandis que d'autres autistes vont avoir un langage tout à fait dans la norme. Deuxièmement, l'autisme peut être conceptualisé comme des configurations de symptômes de différents domaines présentant différents niveaux de gravité. En d'autres termes, certains individus autistes présentent de graves déficits de communication sociale, mais de légers intérêts fixes et de comportements répétitifs, tandis que d'autres individus vont présenter le profil inverse. Certains individus présentent des symptômes comorbides ou associés, comme aussi Adeline l'a mentionné tout à l'heure, l'anxiété, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité étant les syndromes comorbides les plus associés, alors que d'autres individus ne vont présenter principalement que les symptômes autistiques de base. Troisièmement, contrairement aux théories du passé, les découvertes récentes montrent que l'autisme est un trouble résultant de diverses causes. En d'autres termes, des découvertes génétiques d'un côté mises à jour identifient des variantes génétiques multiples, à la fois au même endroit et dans des loci différents, comme étant associés à l'autisme. Mais aussi, d'autres études récentes suggèrent que, outre les gènes, les facteurs environnementaux jouent un rôle primordial dans les mécanismes responsables de ce trouble. Vous aurez vu beaucoup d'images de puzzle aujourd'hui. Quatrièmement, l'autisme est peut-être un exemple classique d'un trouble hétérogène dans lequel les parties dissemblables sont en quelque sorte liées. En d'autres termes, malgré les différences qui viennent d'être citées, l'autisme est toujours considéré comme une entité, toutes les personnes affectées étant placées dans le spectre pathologique du trouble autistique. Ainsi, seulement à travers d'une meilleure compréhension de l'hétérogénéité dans l'autisme, que nous pourrions générer des connaissances valides sur l'étiologie, le diagnostic, le traitement, ainsi que le pronostic des TSA. Afin de permettre l'étude systématique de l'hétérogénéité dans l'autisme, la communauté scientifique doit tenir compte de plusieurs éléments. Alors, il s'agit de se questionner quelles solutions peuvent être avancées, notamment au niveau de la recherche scientifique, afin de pallier aux difficultés inhérentes à l'hétérogénéité dans l'autisme. Il s'agit d'abord de se donner les moyens pour caractériser au mieux la population qu'on étudie en recherche. Cela permettrait de faire des sous-groupes d'individus qui présentent des profils similaires. À titre d'exemple, ceci n'est pas un vrai exemple. Une personne peut avoir des compétences langagières moyennes, des compétences motrices, perceptives et sensorielles assez élevées et des fonctions exécutives très limitées. Si nous nous donnons les moyens de faire des sous-groupes en fonction du profil présenté à l'intérieur de notre échantillon de participants avec autisme, nous arriverons à comparer les individus présentant des profils plus homogènes, ce qui nous permettra de mieux se prononcer sur la particularité de leur fonctionnement. Ensuite, nous devons trouver des moyens pour étudier des populations de personnes avec TSA qui sont suffisamment larges. À ce jour, la grande majorité de recherches existantes portent sur un nombre restreint d'individus, allant de 5 participants ou parfois même moins dans certaines études et généralement ne dépassant pas les 50 participants. Force est de constater que la partie discussion de l'article qui va présenter les résultats va toujours inclure la regrettée phrase « Une des limites principales de cette étude consiste au nombre limité de participants empêchant la généralisation des résultats ». Et si à cela on rajoute le fait que l'étude n'a pas caractérisé les participants TSA en fonction de leur profil, le profil qu'ils présentent, on commence à s'éloigner de toute pertinence scientifique de l'étude menée. C'est un problème très complexe et malheureusement très récurrent, car non seulement on demande un investissement très important de la part de nos participants TSA, ainsi que souvent de leurs familles, mais aussi nous sommes très limités par des questions de ressources. Ainsi, à titre d'exemple, si ici en Suisse romande, sur la gauche, on se rend compte vite que comparé à d'autres régions dans le monde, comme par exemple l'État de Géorgie aux États-Unis, il ne s'agit pas d'études de population de taille similaire.
Enfin, nous devons tendre vers la collaboration interdisciplinaire. Il s'agit donc de combiner nos savoir-faire afin d'utiliser des méthodes multiples. Et là, il s'agit de méthodes phénotypiques, mais aussi des méthodes cognitives, expérimentales, génétiques, sans bien sûr oublier les méthodes de neuroimagerie. Il s'agit également à mettre en commun les connaissances complémentaires que nous avons dans nos disciplines respectives. Et c'est là que j'aimerais revenir à Evelyne Thoman. C'est une des personnes clés en Suisse romande qui a mis en commun et a facilité la collaboration entre les différents professionnels du terrain, les chercheurs, ainsi que les familles et les associations de personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme à travers nos cantons romans. Evelyne a œuvré pour ouvrir la voie à cette collaboration, grâce à laquelle nous arriverons à mieux décrire le tableau clinique, mais aussi et surtout à comprendre les mécanismes sous-jacents associés à la causalité, à la manifestation, au développement et à la réponse au traitement chez les personnes autistes. Les défis pour le futur restent néanmoins de taille. Ils exigent le déploiement de ressources considérables et la collaboration active et coordonnée entre différents professionnels. J'espère que dans cette quête vers la compréhension de l'hétérogénéité de l'autisme, nous, différents professionnels dans le domaine de l'autisme en Suisse, arriverons à une véritable synergie régionale, nationale, voire internationale, qui seule pourra garantir notre succès. Je tiens à te remercier, Evelyne, pour l'ensemble de tes actions et tes efforts qui nous ont permis à tant avancer ici en Suisse romande, notamment. L'héritage que tu nous lègues est extrêmement précieux et c'est grâce à tes contributions que nous pourrons toujours mieux comprendre le trouble du spectre de l'autisme et proposer aux individus concernés des moyens à améliorer leur fonctionnement et leur bien-être. Connaissant ton engouement pour la recherche, je suis persuadée que tu ne t'arrêteras pas à la retraite et j'espère compter parmi tes collaborations futures. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention.